Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martin Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. Pendant 15 jours, 15 longues journées, nous avons été privés de la présence de Samuel Mpaye. Il est enfin de retour. Monsieur Mpaye, comment allez-vous? Très bien, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de revenir parmi vous pour cette émission. Monsieur Mpaye, vous allez nous dire où vous étiez. D'abord, vous étiez, puis ensuite, qu'est-ce que vous avez fait là où vous étiez? Non, j'étais au Cameroun puisqu'il y avait des élections présidentielles. Donc, étant membre de l'administration de mon pays en tant que chef de village, donc j'ai dû aller vérifier que la mise en place des structures pour le vote étaient bien faites dans ma structure de commandement, qui est le village. Était bien démocratique, exactement. Et d'organiser, bien entendu, la fraude qui va avec. Non, monsieur Laouché, il ne faut pas dire ça. Nous sommes un pays démocratique. Il y a la pluralité des candidats. La preuve, c'est que lors de ces élections, il y avait 12 candidats à la présidentielle. Donc, 12. Donc, ça veut dire quand même que les gens ont librement le droit de se présenter et qu'il y a des règles de vote qui sont tout à fait démocratiques. Mais en France, on dit trop de démocratie tue la démocratie. Si vous avez 12 candidats, ça veut aussi dire quelque chose. Hein? En tout cas, n'attendez pas de moi que je commente le fait qu'il y en ait 12 ou pas, étant donné que je suis de l'administration moi-même, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, comme dirait l'autre. Est-ce que c'est un pays qui, comme beaucoup de pays dans le monde, connaît la fraude au moment des élections? Le Cameroun. Comment pouvez-vous me poser une question comme ça? Je viens de vous dire que comme tous les autres pays. Hein? Je viens de vous dire que je suis membre de l'administration de mon pays et que par conséquent, je ne peux pas vous dire qu'il y a de la fraude. C'est la démocratie. D'accord. Donc tout le monde a compris. Je ne sais pas ce que vous avez compris, mais les élections étaient libres et démocratiques. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de fraude, il n'y a rien, c'est parfait, c'est un pays. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'était libre et démocratique. Maintenant, la démocratie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude. Ah, quand même. Voilà. D'accord, ok. Simplement, il y a des recours devant le Conseil constitutionnel au cas où il y a fraude. Et je pense que les différents partis qui se sont plaints de fraude, et ça a déjà commencé, avaient exactement 4 jours entre la fin du scrutin et la publication des résultats pour pouvoir poser le recours au niveau du Conseil constitutionnel qui va sans doute les étudier lors de la publication des résultats. Le président sortant, comment il s'appelle? Président Paul Biya. Il était de nouveau candidat? Oui, ça fait quelques années, oui, qu'il est candidat, oui. Ça fait combien d'années? 43 ans. Ça fait 43 ans qu'il est candidat. Ça fait 43 ans qu'il est président. Qu'il est président. Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce qui a été élu? Pour l'instant, non. Les résultats sont prévus dans une quinzaine de jours. Donc, on attend les résultats dans 15 jours. Et pourquoi vous attendez? Dans 10 jours à partir de... Pourquoi autant de temps? Je pense qu'il y a des zones qui sont un peu moins servies, parce que le Cameroun, c'est à peu près l'équivalent en termes de surface. Avec Internet, ça devrait se faire tout de suite. À peu près. Non, c'est-à-dire que le problème, c'est pas avec Internet qu'on fait le vote, mon cher confrère. C'est avec des décharges de résultats. Donc, il faut que tout ça remonte au niveau du ministère et différentes préfectures, et pour que ça puisse être validé par les préfectures et ensuite validé par le ministre de l'administration territoriale pour valider les résultats. Donc ça prend un certain nombre de temps dans un pays où il n'y a pas beaucoup de routes, dans certaines zones reculées. Donc il faut quand même attendre ces résultats-là qui doivent être pris en compte. Vous êtes une superficie de combien par rapport à la France? À peu près 400, nous sommes à 480 000 km². D'accord. C'est combien de fois la France? Non, c'est un petit peu moins que la France. La France, c'est 550 000 km². Voilà. Nous, c'est à 480 000. D'accord, c'est un peu plus petit, quoi. Un peu plus petit et 30 millions d'habitants. Et toute l'organisation des élections, c'est comme en France? Oui, c'est comme en France. Alors, nous, c'est des élections à un tour. Hein. La présidentielle, c'est une élection à un tour. Et donc, l'organisation se fait avec des bureaux de vote comme partout. Docteur Montézieux, comment allez-vous? Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, M. Laouché. Alors, très rapidement, je rencontre des gens dans la rue. Je rencontre une dame fort sympathique. Elle vit en France. C'est une Martiniquaise qui est venue un petit peu en congé. Elle m'a dit qu'elle nous écoute régulièrement et religieusement. Je lui ai demandé est-ce qu'il y avait des choses à enlever, etc. Non, vous allez très bien.
ça me rafraîchit, ça me fait penser à la Martinique. Très bien, continue comme ça. Et puis, je rencontre d'autres, alors bien entendu, bon, je trouve que, par exemple, certains exagèrent, je ne vais pas nommer, suivez mon regard, mais enfin bon, et puis, il y en a d'autres qui sont un peu hérissés. Alors, quelquefois, ils ne regardent pas ça. Vraiment, ça les dérange. En même temps. J'ai même des gens très près de moi qui me disent, je regarde juste pour savoir que tu es en bonne santé, le reste je ferme parce que ce que vous racontez ne m'intéresse pas. Pour en même temps. Alors j'en déduis que finalement, ce sont des gens qui, c'est pas qu'ils ne soient pas tolérants, mais ça réveille en eux certaines choses et qu'ils acceptent difficilement. Quoi. Et bon, ils préfèrent ne pas écouter, ils préfèrent ne pas voir, ils préfèrent à la limite ne même pas en discuter. Mais enfin, je pense, comme je l'ai dit, que nous sommes un peu à l'image du pays. Il est très complexe. C'est fait pour susciter aussi cette discussion à l'intérieur des foyers. Hein, c'est pas simplement une discussion qu'on écoute. Et nous essayons de prendre des sujets qui sont des sujets qui intéressent un peu tout le monde. C'est ça. On va demander à M. José Charlotte de nous dire bonsoir. Comment allez-vous? Oui, alors, bien entendu, je dis bonsoir à toute la population. Et je prolonge effectivement les termes employés par le docteur Montezim à l'égard des personnes qu'il rencontre dans la population, qui disent effectivement que l'émission est fondamentale, l'émission est nécessaire, surtout en fin de semaine, pour la population qui a besoin de moments d'échange, de moments d'écoute, de moments de miroir, de se voir elle-même dans nos discussions. Et bien entendu, je découvre ce soir que Dr Mpaye était au Cameroun et a vanté les mérites de la démocratie africaine. Pourquoi vous dites ça avec ironie? Pourquoi vous dites ça avec ironie? J'ai l'impression que... Je découvre. Vous découvrez quoi? Non, qu'est-ce que vous découvrez? Que la démocratie en Afrique, elle est vivante. Elle est vraiment vivante. Mais oui, elle est vivante. Pourquoi vous dites ça avec ironie? Non, je ne dis pas ça avec ironie, je dis... Si, vous dites ça avec ironie. C'est exactement ce qu'on appelle l'ironie en français. Exactement. Ironie. Comment allez-vous, Cindy? Bonsoir tout le monde, écoutez, ça va, c'est enfin le week-end. Je sais que vous allez dire que je dis que cette phrase, mais disons que c'est enfin le week-end, je vais pouvoir un peu souffler. Parce que le reste de la semaine, vous travaillez avec ardeur. On ne peut pas dire ça, quoi. Oui, comment ça, on ne peut pas dire ça? Je vous demande, Je suis un citoyen honnête, je vais au travail, voilà, je remplis mes devoirs citoyens. Voilà. Et c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? Vous savez, hein, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui changent de chemin, vous voyez. C'est dur d'être un bon citoyen de nos jours. Vous voulez parler d'Amazon? Qu'est-ce que c'est Amazon? Alors oui, Amazon, c'est une association qui a été créée pour les femmes qui sont atteintes du cancer et qui ont un soutien psychologique, médical durant leur pathologie. Et en fait, on est dans le mois rose, donc c'est Octobre Rose, et il y a eu beaucoup de différents ateliers, manifestations qui ont eu lieu sur le territoire. Et justement, je voulais féliciter les participantes et puis les organisatrices pour les différentes actions qu'ils ont mises en place sur le territoire. Et puis je voulais un peu parler et sensibiliser les femmes un peu sur le cancer du sein, sachant que nous avons 2 médecins sur le plateau, donc ça aurait été bien d'avoir quelques conseils pratiques. C'est seulement le cancer du sein? Amazon, L'Amazon, oui. Seulement le cancer du sein? L'utérus. Qu'est-ce que je veux dire? En tout cas... Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Amazon? Ben, j'ai une petite vague idée. Ben, dites-nous votre vague idée. Dans l'ancien royaume du Bénin, voilà, il y avait des Amazones, ce sont des femmes fortes et guerrières qui défendaient le royaume. Donc je pense que c'est de là qu'ils ont pris ce nom. D'accord. Les Amazones n'avaient qu'un sein? Oui ou non? Il me semble que les Amazones étaient réputées pour n'avoir qu'un sein. Non, on disait que les Amazones se brûlaient le sein droit pour tirer à l'arc. Voilà, donc elles n'avaient qu'un sein. Ah, ouais. Et c'est pour ça qu'elles ont pris le nom d'Amazone, parce que quand on a le cancer du sein, on peut vous voulez faire le rapprochement avec. Oui, on peut se faire opérer d'un sein et n'avoir plus qu'un sein.
d'où le nom Amazon. D'accord. Je pensais que c'était pour le côté combatif, parce que, étant donné qu'elle se bat contre une maladie, je n'avais pas pensé qu'il y avait un sein. C'est les deux. Les Amazones étaient des guerrières. Oui, des guerrières, tout à fait. Ok. Et donc, c'est une association qui fait vraiment beaucoup de choses et qui aide des gens en difficulté à ce niveau-là. Docteur Montezum, vous avez, avant de venir dans cette émission, et comme d'habitude, vérifié ce qu'il y avait dans votre Bible, c'est-à-dire dans France Antilles. Vous voulez nous parler d'une agricultrice que vous avez trouvée dans les colonnes de France Antilles et dont vous êtes tombé amoureux. Attendez, on n'a pas débattu sur le cancer du sein. Les docteurs peuvent donner quelques... Ah bon, vous voulez parler du cancer du sein? Oui, alors, ce qu'on peut dire de ce cancer-là, quand même, vous m'avez dit du cancer du sein. Hein? Oui, oui. Bon, alors, d'abord, ce que j'aimerais dire, quand même, c'est que c'est vrai que le nombre de cancers qu'on découvre et qu'on traite à la Martinique n'ont jamais cessé d'augmenter dans ce département. Et c'est vrai que chez les femmes, à la Martinique, il y a beaucoup de cancers du sein. Hein? Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'en France? C'est une vraie question, et je crois qu'il y en a beaucoup plus qu'en France. Et à la Martinique, vous savez aussi que chez les hommes, le cancer de la prostate est beaucoup plus important. Il est même 2 fois plus important qu'en France, en nombre. Hein? Bon, alors ce qui est dû d'abord au vieillissement de la population, c'est certain, et c'est dû aussi probablement à certains perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire à l'environnement que nous avons, et probablement aussi à l'alimentation. Donc c'est plurifactoriel. Et c'est vrai que ce sont des cancers qu'il faut découvrir très tôt si on veut avoir un traitement très efficace. Et c'est vrai aussi que j'ai déjà dit ici que les Martiniquais, quelquefois, ont un petit peu peur de la découverte de ces choses-là et quelquefois perdre du temps. Donc il ne faut pas perdre de temps, et tous les matins, concernant le cancer du sein, il faut que les femmes se palpent en face du miroir pour vérifier dans la palpation si elles ne trouvent pas des glandes, des petites tuméfactions. Vous mettez la main, vous sentez que sous la main, il y a une petite glande. À ce moment-là, vous voyez votre médecin et qui, lui, va faire le reste. Docteur Paille, on me dit qu'il y a plus de cancer de la prostate chez les gens de race noire. Et en Afrique, il y en aurait beaucoup aussi. Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on constate, hein, c'est un constat c'est sûr qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie en Afrique, on a en adéquation une augmentation des cancers de la prostate qui va crescendo. Donc, mais je voudrais revenir surtout sur le cancer du sein, parce qu'on a tendance à penser que le cancer du sein ne touche d'ailleurs que la femme. Ouais. Ça touche aussi l'homme. Ça touche aussi l'homme. D'accord? Donc ça existe chez les hommes d'avoir les cancers du sein. Donc il n'est pas interdit à nous-mêmes de temps en temps de nous palper le sein aussi, hein, parce qu'on a l'impression que ça n'arrive que chez les dames. Donc du coup, on n'a pas le droit, surtout quand dans la famille, vous savez que c'est un cancer qui est d'origine, une bonne part génétique. Donc il est important aux hommes aussi de se palper les aisselles, de temps en temps, de palper un petit peu pour voir s'il n'y a pas ce genre de problème. Mais pour revenir au cancer de la prostate, effectivement, c'est des cancers qui, chez la race noire, existent effectivement de façon importante. À partir du moment où l'espérance de vie augmente, naturellement, nous avons ce cancer qui augmente chez nous. Mais, alors, donc on peut dire que chez la race noire, il y a davantage de cancers de la prostate, mais nous savons aussi que dans la Caraïbe, c'est-à-dire chez les afro-descendants de la Caraïbe et des États-Unis, c'est encore davantage. C'est encore beaucoup plus. Par exemple, à la Martinique, chaque année, c'est 400 cancers nouveaux que nous découvrons qu'il faut traiter. C'est beaucoup, hein? Oui, je voulais juste dire qu'il y a une start-up française qui a lancé des recherches et qu'ils ont aujourd'hui développé une prothèse qui permet justement de reconstituer le sein de la femme quand elle a perdu son sein. Alors, on fait ça depuis longtemps. Hein? Oui, mais la prothèse, après, la chair revient. Ils ont bien expliqué que c'est une nouvelle prothèse qui permet d'avoir... Que le sein repousse, en fait, que la chair...
allez faire vos recherches. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Ça peut repousser. Et puis surtout, oui, juste une chose pour terminer. Alors, on a tous l'impression de penser que le cancer de prostate commence à 50 ans. J'ai perdu, il n'y a pas 3 jours, là, 2 jours, un patient de 52 ans, un cancer de prostate multimétastasé. Donc, je pense qu'il est important, dès 45 ans, sur notre territoire, de commencer à faire des dépistages par des PSA sur les gens que nous faisons. C'est vraiment très important de ne pas... et de demander, parce que nous sommes suivis par il n'y a pas de symptômes particuliers. Ce qu'il faut, c'est faire une analyse. Une analyse de sang. Une analyse de sang. Ce n'est pas un toucher rectal. Il faut dire aux Martiniquais, il n'y a pas comme avant le toucher rectal, c'est les PSA, c'est une prise de sang. Et à partir du moment où on va trouver ces PSA augmentés, on va déclencher d'autres choses. D'accord. José? Oui, alors, je prolonge concernant l'association Amazon. Alors, bien entendu, sur le département, l'association Amazon fait beaucoup pour l'encadrement, le suivi et, disons, l'accompagnement psychologique et physique des femmes autour de leur maladie. Le problème qui se pose, à mon avis, c'est qu'il y a une difficulté, disons, de prise en charge en Martinique hospitalière, une difficulté globalisée. Donc, j'aimerais savoir si cette association-là, est-ce qu'on peut leur donner des moyens pour permettre à certaines personnes qui le souhaitent, qui souhaitent se prendre en charge très tôt, d'avoir, disons, un hébergement sur l'Hexagone pour, si elles veulent aller rapidement, pour se retrouver avec un logement et un encadrement pour celles qui souhaitent. Parce que, est-ce qu'il y a une structure qui les aide dans la circulation des personnes malades? Non, c'est pas ça la prise en charge. La prise en charge n'est pas faite comme ça. Certes, nous avons des problématiques de médecins, de structures adéquates et à déposer, mais vous savez que l'ARS, en tout cas celle qui gère la problématique de santé sur notre territoire, considère qu'à partir du moment où nous avons les spécialités pour prendre en charge des patients sur notre territoire, c'est sur notre territoire que nous devons le faire. On va se permettre, parce que d'abord ça a un coût financier, de mettre à disposition des logements pour que les gens, dès qu'ils ont un dépistage, puissent aller se faire suivre en métropole, d'autant plus que nous avons tout, nous sommes censés avoir tout sur place. C'est la première des choses. Il ne faut pas demander à une ARS une délocalisation de la prise en charge sur des territoires qui sont malades. Sauf si, effectivement, nous avons les médecins chargés de la prise en charge de ce patient, disent qu'effectivement, ça nécessite plutôt un transfert plutôt qu'une prise en charge sur place, comme ça doit se faire, comme ça peut se faire en cardiologie ou pour d'autres pathologies. Dans ces cas-là, la prise en charge se fait en hexagone, quoi. D'accord, mais généralement, tout doit pouvoir se faire ici. La question, c'est comment est-ce qu'on met sur notre territoire à la fois les professionnels de santé pour une prise en charge, non seulement de la pathologie, mais de façon globale du patient. Parce qu'on a tendance à penser qu'il suffit de prendre en charge la pathologie pour que ça suffise. Il y a tout un ensemble de choses que nous devons pouvoir prendre en charge. Malheureusement, sur notre territoire, cela manque. Et les patients s'en plaignent aussi, d'ailleurs. Je peux comprendre votre demande. Je viens sur vous, mais je voulais insister quand même sur la palpation. Alors qu'on l'oublie, c'est extrêmement important. Oui. Je connais l'histoire d'une dame qui est allée faire, je ne sais pas comment ça, une mammographie, je crois, avec un machin, et le médecin lui a dit, bon ben non, on ne voit rien, il n'y a rien. Mais il l'a palpé quand même. Et à la palpation, il a découvert le cancer. C'est-à-dire qu'en palpant, il a découvert, alors qu'avec tous les appareils, tout, il n'y avait rien de particulier. Ça m'a frappé. Vous voulez dire quoi, monsieur José? Alors, pourquoi je viens sur cette question pour l'encadrement hors du département, de la mesure où j'ai croisé des gens qui ont plusieurs difficultés. Elles ont été reportées plusieurs fois en diagnostic sur le département, post-diagnostic, bon, en cours de diagnostic, et que j'ai trouvé que ce n'était pas tout à fait dans l'ordre des choses de faire traîner une personne 6 mois, 1 an sur les hôpitaux d'ici, au motifs divers, motifs qui le justifient certainement, absence de spécialistes, absence disons, de programme, et, enfin tout ce qui va avec. Et certaines personnes qui ont soit des problèmes des yeux, soit la prostate, soit d'autres pathologies, ont estimé que c'était plus pratique pour eux de faire un sacrifice
et de laisser le département et de prendre rendez-vous dans les 15 jours, 3 semaines hors du département et de se faire suivre, de se faire opérer. Docteur, la vraie question, vous connaissez ça, est-ce que les hôpitaux en France sont surbookés? Est-ce qu'ils ont de la place? Est-ce qu'ils peuvent recevoir des patients? Parce qu'on pourrait imaginer que l'hôpital de Martinique, le CHU de Martinique, soit jumelé avec un certain nombre d'hôpitaux en France, et qu'on n'a pas les moyens parce qu'il y a trop de monde, etc., eh bien qu'on puisse envoyer ces gens-là en France se faire soigner. Quand vous dites envoyer, qui paye le billet? Oui, non, mais il faut mettre ça en place. Non, mais qui paye? Il faut mettre ça en place. Pourquoi vous dites qu'on ne peut pas? Pourquoi vous dites qu'il faut mettre en place ça? Écoutez, c'est une bonne idée. Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire que ce que vous dites est pas bien, bien ou pas bien. Je dis qu'il faut regarder, il faut voir les choses en face. Qui va payer? En face de la prise en charge. Vous savez que la problématique dans nos pays, c'est une problématique financière. On ne peut pas mettre ça dans la continuité territoriale. Non, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la continuité territoriale, il faut payer. Oui, ce n'est pas une histoire de continuité territoriale, c'est qu'il faut donner les soins. Si je commence à vous dire qu'il faut que j'augmente vos impôts pour le faire, vous allez de la première me dire je paye trop d'impôts. Non, on n'est pas obligé de dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais décorréler le problème de la santé avec le problème du financement. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut décider que tous les Martiniquais qui sont malades vont directement se faire soigner en hexagone. Pas tous les Martiniquais qui sont malades. Écoutez, vous caricaturez ce que ce que je veux dire, c'est pas sérieux. À partir de là, comment on fait le choix? Comment on fait des fois le choix de dire, entre vous qui avez un cancer du sein et vous qui avez un cancer du sein, vous je vous envoie et vous je vous laisse? Oui. Monsieur, je suis en train de vous dire... Non, mais je pose la question, comment on fait? Je vous réponds. Il y a des services en Martinique. Oui. Ils sont surbookés, c'est-à-dire qu'ils ont de la place pour 5 personnes, il y a déjà 10 personnes. S'il en vient une 11e, on peut envoyer cette 11e en France pour... voilà quoi. Oui, mais c'est là que je veux vous répondre. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je sais bien que ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Mais dans les hôpitaux de France et de Navarre, il y a un mode de recrutement, d'abord. De recrutement de quoi? Mais oui, quand vous êtes malade, vous ne rentrez pas dans un service de neurologie, d'urologie, de rhumatologie, etc. C'est pas comme ça. Vous entrez par un service porte qui trie les malades avant de les envoyer dans les services. Oui. D'accord. On les a déjà triés en Martinique. On les a déjà triés. Oui. Ils sont dans les services. On sait. Ah, aussi, ils sont dans les services. On sait que j'ai un cancer du sur le sang. Non, mais la question c'est. Alors, votre question c'est les services sont-ils débordés? Oui. Vous parlez des services là. En Martinique, tout à fait. Je ne sais pas, non, mais docteur Moutezum, la question sous-jacente que je viens de poser, c'est, dans la réalité, il y a des personnes qui sont renvoyées 3 mois. Dans 3 mois, on les renvoie 3 mois après. Ça fait 6 mois, ça fait 9 mois. Oui. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une décision à prendre? Puisqu'on sait bien que se soigner, ça n'a pas de prix, mais la médecine a un coût. Oui. Donc, est-ce que, parallèlement à ça, si on finançait une association spécialisée, par exemple, telle Amazon, si on finançait, soit la population finance par des dons, soit des institutions, soit l'État, et que cette association qui a les capacités ou qui y souhaite gère un réseau de transfert et d'hébergement. Non mais... Vous ne voulez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alors ça, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est la Guyane, c'est la Réunion. Non, oui, mais docteur Moutezum, aujourd'hui, on est clair sur une chose. Il y a un certain nombre de personnes qui ont les moyens financiers, qui du jour au lendemain, ils prennent un billet d'avion, et ils vont se faire soigner ailleurs. C'est une médecine à 2 vitesses. Et ça, on ne le dit pas ou on refuse de l'admettre. Mais dans le reste de la Caraïbe, c'est comme ça aussi. Ceux qui ont de l'argent vont aux États-Unis ou en Angleterre. Mais ce que vous dites, on ne dit pas que ce que vous dites est faux. Moi, je ne suis pas en train de contester ce que vous dites. Je suis en train de mettre en face de ce que vous dites les moyens réels de l'État. C'est ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, alors que nous n'arrivons pas à faire tourner notre CHU, ce n'est pas la priorité aujourd'hui que de mettre de l'argent dans des billets d'avion ou dans des structures d'hébergement pour ça. Ce n'est pas la priorité. Non. La priorité aujourd'hui, c'est de dire quoi? C'est comment est-ce que nous pouvons, sur notre territoire, faire venir des médecins qui permettent de juguler ce que nous avons. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. Et je rajoute, alors je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, et je rajoute, il faut dès maintenant commencer une prévention des maladies. Nous venons de le dire pour les PSA par exemple, une prévention des maladies sur 10, 15, 20 ans, qui fait qu'au bout d'un certain temps, on en aura moins, on pourra mieux les gérer.
Moi, je crois fondamentalement à ça. Oui, mais Et notre bataille est là-dessus. Les docteurs ici présents sur le plateau, vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes personnes qui attrapent des cancers. Oui, alors. Ça ne change pas, Et c'est du toujours coup, un cancer. au final, le nombre de cancers ne cesse d'augmenter. Oui. Donc du coup, quand on dit qu'il faut faire de la prévention, c'est bien, mais il faut aussi mettre les moyens derrière. Mais la prévention, Parce que- c'est C'est bien ce qu'on dit aussi, c'est c'est ça. ça les moyens. Parce que si le nombre ne cesse d'augmenter, ben, même si on fait de la prévention derrière, ça n'empêche pas toujours qu'il y a Non, toujours non, des si cancers. vous faites de la prévention, en principe, vous devrez avoir moins de... Bon, je vous prends un exemple. Hein, Final. Je Oui, mais connais s'il y a bien des- quand même l'hypertension artérielle. Oui, Écoutez, on parle de l'hypertension cancer. artérielle, c'est grosso modo 600-700 accidents vasculaires chaque année. On peut bien prévoir ça quand même. Je parle Il s'agit des de prendre- cancers. Il s'agit de prendre sa tension régulièrement, Cancer. aller voir son médecin, prendre bien ses médicaments pour faire baisser ce chiffre. Commençons à faire... On ne peut pas prévoir. Essayons, attendez, lançons des actions sur ce domaine-là, voyons, évaluons au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans ce que nous avons fait, et nous verrons si nous allons continuer. Attendez. Mais ne restons pas là comme ça à ne rien faire en disant que Oui, c'est pas il faut bon, que faire. c'est Mais bon. Allez-y. je parle des cancers, même si qu'on peut avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, on ne boit pas d'alcool, etc. Il parlait de perturbateurs endocriniens. sommes 4 là. On parle de perturbations Eh ben, il faut faire endocriniens. le diagnostic Et du coup, au des final, si notre environnement est contaminé, comment on fait? Non, nous sommes 4. Jack. Nous sommes 4 de plus de 50 ans. 4 hommes. 4 hommes. Demandez-leur combien on fait le test d'hémocules pour les cancers du côlon. Il n'a T'as pas fait fait. Il Non, a il n'a pas fait. Non, Bon. pas récemment. Non. Pas récemment. Non? Voilà. Alors que c'est de la prévention qu'il faut faire tous les 2 ans. 2 ans. Et voilà. Donc, ben. quand vous me dites prévention, c'est juste des sels qu'on met dans un petit tube, Oui. qu'on envoie au labo, on regarde s'il y a du sang dedans, vous avez la réponse au bout de Oui, 15 jours. oui. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire de la prévention... Il faut faire, j'ai pas dit ça. Oui, mais après... Mais quand si on notre découvre- environnement est contaminé, Non, parce c'est qu'on pas parle ça de la question. Ce perturbations n'est pas ça la question. endocriniennes. Ce n'est pas ça la On question. parle de Mais non, ce perturbateurs. n'est pas ça la question. On vous parle de prévention, tu me parles de... On n'est plus dans... Moi, je ne suis pas dans les perturbateurs. Je Ça suis fait dans- partie de la Mais non, prévention. je fais partie de la pratique au quotidien. La pratique au quotidien dit, pour prévenir les cancers du côlon, faisons des hémocules tous les 2 ans. Point. Il ne te parle pas de machin endocrinien, de tout ce que tu veux là. Juste aller faire ça tous les 2 ans. Pareil pour les dépistages de cancer du sein. Est-ce que tu es sûr que dans ton entourage, toutes les dames de plus de 50 ans font les Non. mammos? Non. Non. Alors, quand on parle de prévention, c'est de ça dont il s'agit. Si vous ne le faites pas, mais vous attendez à quoi? Quand le cancer se déclenche, qu'il est déjà dans des ganglions, ça alourdit la charge de travail du médecin qui va vous prendre en charge. Ça alourdit par conséquent toute la chaîne de prise en charge. Et donc, ça embolise finalement les services. Oui. Alors que si c'était prévenu avant, nous n'aurions pas tous ces Je suis problèmes-là. d'accord, j'ai pas dit qu'il ne faut pas faire de prévention, mais je dis que si notre environnement lui-même est sujet même temps. à nous rendre malades, Non. C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. le nombre sera toujours aussi Ce grand. n'est pas ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas ça qu'il faut voir. Il ne faut pas regarder ça. Oui, Ça, prévention. c'est le début. Là, le problème, c'est dépister le cancer du sein le plus tôt Il possible. parle de perturbateurs endocriniens. Dépister, Mais- on est en train de parler de dépistage, Oui, mais de c'est- prévention. Dépister Oui, mais- le plus tôt possible Oui, mais- pour avoir moins de charges, moins de prise en charge sur ce type de cancer. Oui, mais- Parce que Ok. si je vous opère de votre sein tout de suite, alors qu'il est Tout tout à fait petit, ça. eh ben c'est juste une opération, après j'ai plus qu'un suivi à faire. Mais si j'ai de la chimio à faire, que j'ai de la radiothérapie à faire, ben ça allonge la prise en charge et donc ça Son embolise. résultat est évident. Oui, alors José. très brièvement, je ne vais pas être trop long parce que le sujet est déjà étendu. Je trouve que l'association Amazon, c'est l'association qui fait le plus d'actions de prévention Oui, que l'État lui-même. c'est vrai, c'est vrai, possible. c'est vrai. Donc, prenons en compte de cette réalité, donnons à l'association les moyens d'exécuter sa mission. Mais je pense qu'ils sont déjà associés avec Vous vous rendez l'ARS. compte Non, mais Pour il faire, travaille pour avec faire de la l'ARS. Mais oui, ils prévention, travaillent avec l'ARS. il faut financer des gens pour Une faire de la prévention association. pour notre propre santé. C'est Voilà, ça qui- c'est parce ça que qui est l'État est incroyable. défaillant. C'est ça qui est incroyable. Non, c'est nous qui sommes défaillants. Vous avez, êtes toujours en train de vous dire avez pas l'État. redire la même chose. Vous avez dit, il faut qu'on fasse la prévention nous-mêmes. Oui, c'est Bon. ça le Donc c'est ça, principal. Ben oui. c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc vous allez faire votre dépistage. Juste une petite comment Il faut faire le dépistage. Oui, oui, je vais y aller. Oui. Ouais, tout le monde là. Ok. Venez les en. Concernant, il a fait lui. Concernant, donc je vais vous parler de notre sujet. Oui, si bien ça vous sûr. dérange Oui, pas. bien sûr. Il y a une agrégation de créoles qui l'examen devait avoir lieu, et puis finalement l'examen n'a pas eu lieu, et ça a fait un scandale. Donc l'agrégation de créoles, qu'est-ce que vous en pensez, de Dr Mpaye?
Ah, c'est clair. L'agrégation de créole. L'agrégation de créole, est-ce que ça me paraît important? Bah, écoutez, de toute façon, vous savez que pour moi, le créole, c'est quelque chose de fondamental. J'ai toujours dit que j'aurais préféré qu'il soit lu, étudié et écrit. Et que si de par là, on peut faire une agrégation et d'en faire des professeurs qui enseignent cela, pour moi, c'est une bonne chose. C'est ma façon de penser. Et vous, Cindy? Un peuple qui ne parle pas sa langue, c'est un peuple perdu. Sûr. Donc, il faut l'agrégation de créole et tout ça. Je pense qu'il faut pratiquer le créole. Non, ben, on ne parle pas de pratique, on parle d'écrire, de faire l'agrégation, une grammaire, enfin une langue. Quoi. Ben, quand je dis pratiquer la langue, c'est écrire, parler, tout ce qui va avec. D'accord, il y a un tas de langues qui sont parlées sans être écrites. Hein. Ça existe. Lesquelles? Lesquelles? Ah bon, il n'y en a pas? En Afrique, il n'y a pas ça? Ah, chez nous, toutes les langues sont écrites. Hein. Vous pensez qu'il n'y a pas des langues Je vous ai toujours dit que même il y a un tas de langues en Côte d'Ivoire qui ne sont pas écrites. Je vous ai dit que même le bassa chez moi, qui est ma langue vernaculaire, on l'écrit. Ouais, moi, je vous dis. Je vous ai toujours dit que mes parents, mon papa en 1960, les lettres qu'il écrivait à son père alors qu'il était à Strasbourg, il l'écrivait en bassa, c'était pas alors ça, c'est le Cameroun. Il y a un tas de langues en Afrique qui ne sont pas écrites. Ça, c'est votre problème. C'est pas un problème. Je vous dis un fait. Il y a les gens qui l'écrivent, que les musulmans l'écrivent en arabe, les autres l'écrivent en machin. Ils ne l'écrivent pas du tout. Il y a des langues qui ne sont pas écrites du tout. Donnez-moi une seule langue qui n'est pas écrite. Le baoulé n'est pas écrit, José. Ah si, c'est écrit. Le baoulé, il est écrit. Non, j'ai pas vu. Ça, je peux vous dire que le baoulé est écrit. Vous allez contredire un Africain? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais oui, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai pas vu. Non, mais c'est pas compliqué. Là où il y a eu l'église, il y a forcément une traduction de ce qu'il y avait en langue vernaculaire. Donc il n'y a pas de langue. Parce que c'est comme ça que l'église faisait pour il n'y a pas de langue africaine non écrite. Elle ne faisait pas forcément en français, elle le faisait en langue vernaculaire pour que les gens puissent adhérer à ce que c'est que la religion. C'est pas le débat, de toute façon. Oui, non, mais c'était pour vous dire. Alors, si l'examen c'est pas doctorat, c'est de l'agrégation est annulé. Alors, deux choses. Peut-être que nous sommes dans un contexte national, un contexte de réduction budgétaire. Peut-être que, voilà, il y a eu une réduction budgétaire sur l'ensemble de l'outre-mer. Peut-être qu'en quelque part, on est victime un peu de ça. Ou peut-être que les décideurs ont estimé qu'à l'état actuel des choses, peut-être que c'est une question qui peut être renvoyée à plus tard parce qu'ils estiment que... Quel est votre sentiment, docteur? C'est pas forcément le bon moment. J'ai le même sentiment comme dit Cabo Masson. Le sentiment que le créole, c'est la langue des blancs créoles. Des créoles, des blancs créoles. D'accord, c'est d'abord la langue. Et il démontre ça en disant, on parle le créole en Louisiane où ils étaient, en Haïti où ils étaient, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Sainte-Lucie où ils étaient, un petit peu à Trinidad où ils étaient. Et que alors qu'on fasse une agrégation de créole, bon, enfin, je veux bien. Et Césaire dit que c'est une petite langue régionale, bon, qu'on fasse des agrégations, je veux bien, pourquoi ça ne me gêne pas? En tout cas, moi je vous dis, eu égard à ce qui se passe avec le créole, j'ai honte d'être martiniquais. Oh. Eu égard à ce qui se passe avec le créole, j'ai honte d'être martiniquais. Ok? Je vous explique. Le créole est la langue de l'esclavagiste pour donner des ordres aux esclaves. C'est ce que je viens de dire. Et donc vous la parlez pas, mais ne la parlez pas alors. Pourquoi vous la parlez? Est-ce que vous avez observé que je vous laisse parler quand vous parlez? Pourquoi vous la parlez? Laissez-moi parler. C'est pas ce que je viens de dire alors. Non, vous l'avez dit infiniment moins bien que moi. Ah, moins bien que moi. Voilà, donc je le dis comme il faut. Mais laissez-moi parler. Allez-y. Mais ne la parlons plus. Laissez-moi parler. Vous la parlez? Laissez-moi parler. Mais c'est la langue de l'esclavage. Laissez-moi parler. Donc c'est la langue de l'esclavage. Ne la parlez plus. C'est la langue de l'esclavagiste pour donner des ordres aux esclaves. D'accord. C'est la dernière phrase là qui est importante. Pour donner des ordres aux esclaves. D'accord. Donc quand vous parlez, vous donnez des ordres. Mais laissez-moi parler, putain merde, laissez-moi parler. Là, c'est la langue des esclavagistes, c'est la langue du maître pour donner machin. Oui. Donc les maîtres qui sont morts là, du fond de leur tombe, ils doivent bien s'amuser de nous voir ce qu'on fait avec le créole, dont ils savent ce qu'elle est, cette langue-là. Ils disent, mais putain, ces mecs-là, comment on peut être si con? Donc c'est déjà, ça m'énerve. Vous êtes contradictoire. La deuxième chose, comment c'est contradictoire? La deuxième chose, c'est que, vous le savez bien, lorsque les gens d'après 1848 ont voulu nous faire de nous des hommes, nous étions des esclaves, des choses et rien du tout, des choses, la première chose qu'ils ont faite, nos parents, c'est de nous empêcher de parler créole pour que nous puissions, comme il faut parler français, réussir aux examens et devenir ce que nous sommes.
d'accord? Il n'en reste pas moins que c'est une langue qu'on le connaît. Et donc, nos parents savaient parler créole entre eux, et nous savons parler créole. Donc, je suis d'accord, cette langue est devenue notre langue. Et donc, nous allons la parler, on va parler créole, pas de problème. Mais de là à la sanctifier comme on fait là, de là à de faire une agrégation et tout, de faire des dictées créoles et tout ça, c'est une connerie immonde. Immonde. C'est un crime d'ailleurs à l'encontre des jeunes Martiniquais. Parce que le créole ne mène nulle part. C'est la langue de l'obscurantisme. Laissez-moi finir. C'est la langue de l'obscurantisme. Pendant que nous parlions créole, les Blancs étaient contents que nous parlions créole parce qu'eux, ils parlaient français, anglais, etc. Et ça leur permettait d'apprendre la médecine, d'apprendre les sciences, d'apprendre toute espèce de choses. On n'apprend pas les mathématiques en créole. Ce n'est pas vrai. On n'apprend pas les mathématiques, la science physique et le reste en créole. Par contre, c'est donc la langue de l'obscurantisme. Et donc, quand on dit aux jeunes Martiniquais aujourd'hui, au lieu de leur apprendre l'anglais, au lieu de leur apprendre le chinois, au lieu de leur apprendre... Laissez-moi parler. Laissez-moi finir. Mais laissez-moi... C'est parce que vous n'avez pas d'argument que vous ne voulez pas m'entendre. C'est parce que vous n'avez pas d'argument que vous ne voulez pas m'entendre. Je suis en train de vous dire oui. Oui. Non, mais non. Non plus. Oui. On ne peut pas apprendre l'anglais. On ne peut pas apprendre le chinois. Et donc moi qui parle, et la langue de ma mère, et la langue de ma mère... Je m'en fous de vous. Et qui parle de français et l'anglais. Je m'en fous de vous. Je suis en train de dire que les Martiniquais sont limités intellectuellement pour parler plus de deux langues. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est parce que vous êtes un ignorant. Alors je vous informe que lorsqu'on allait, je vous informe. Vous ignorez. Moi je suis un ignorant, j'accepte. Je vous informe. Ah non, mais je suis ignorant. Je vous dis pourquoi nos parents ne voulaient pas qu'on parle créole. C'est parce que lorsqu'on allait on allait en France, on allait passer des examens, lorsqu'on allait passer des examens, et qu'on faisait un créolisme, en parlant français, on avait 5 points de moins. Et donc, on échouait à l'examen quand on avait fait seulement 2 créolismes. Donc, pour éviter que nous fassions des créolismes, nos parents ne voulaient pas que nous parlions créole. Donc, je vous ai indiqué ça. D'accord. Ça, c'est un fait. Donc, vous êtes trop intelligent aujourd'hui, c'est un fait. Les jeunes Martiniquais aujourd'hui, à qui on fait perdre leur temps, le créole, le machin créole et tout ça, c'est une perte de temps, ça ne vous mène nulle part. Prenez ce temps-là, apprenez l'anglais, apprenez le chinois, apprenez des langues qui vous permettront de vous en sortir dans la vie. Avec le créole, ça ne vous amène nulle part. Ça ne vous empêche pas de parler créole. Je parle créole, mais il faut arrêter vos créoles. Monsieur, il faut arrêter, vous allez déjà raconter trop de bêtises, je vais vous dire. On va changer. J'ai l'habitude d'avoir raison bien avant tout le monde. Passons à notre sujet. Il a déjà fait sa messe, il a fait sa belle messe. On va changer de sujet. Non, le créole a un avantage, c'est un instrument de liaison de non seulement toute la Caraïbe, mais toutes les personnes de la Caraïbe qui se retrouvent dans le monde entier. Vous allez à Stuttgart en Allemagne, vous allez à Bitburg en Allemagne, vous allez en Yougoslavie. Quand vous voyez quelqu'un un peu métissé, vous touchez 2 mots de créole et vous avez vous comprenez bien le créole haïtien, couramment et tout, vous comprenez bien de communication. C'est un instrument merveilleux de communication. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. L'imposer à l'ensemble de la population, je dis pas, je ne juge pas, mais c'est vrai. On a juste fait l'agrégation. L'agrégation, on nous donne l'agrégation de créole pour parler créole. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Quel est votre problème? Si la population dans son ensemble... c'est la langue de l'obscurantisme. C'est la langue de l'obscurantisme. Laissez-moi dire 2 mots. Si la population souhaite écrire le créole, souhaite évoluer... Vous ne pouvez pas l'interdire. La population ne souhaite pas ça. C'est une bande d'intellectuels crétins qui nous imposent ça. Ce sont des salopards. Ils s'en sortent. Pendant ce temps, ils nous font, nos enfants, faire des dictées en créole. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça n'empêche en rien. On peut faire de l'anglais tout en apprenant le créole. Arrêtez. On va changer de sujet. On perd du temps. Les enfants apprennent l'anglais et l'espagnol et le portugais et le chinois à l'école. Je viens de comprendre que je suis un crétin parce que moi je fais cette dictée. Oui. Donc je suis un vrai crétin. Oui. Excusez-moi. Et je continuerai à la faire. Et je dis, vive le vert. Quoi? Verdoyant. Et je peux vous dire, le fait de s'exercer en créole, la syntaxe du créole et la technicité du créole, avec les ça permet d'apprendre. Alors, sans compter, attendez, j'ai oublié un truc. Parce que quand on apprend l'arabe, l'arabe, ça n'a rien à voir avec le créole. Ça n'a rien à voir avec le créole. Ça n'a rien à voir. Même le chinois. Et puis laissez-moi vous dire à quel point on est con. On est tellement... Ici, on est 350 000 personnes.
Et vous entendez parler de moins en moins le créole. Plus un. Bon, c'est dommage. ça veut dire, Et c'est dommage. ça veut dire. Alors, il y a une grammaire créole martiniquaise, une grammaire créole guadeloupéenne, une grammaire créole réunionnaise, une grammaire créole guyanaise. Ouais, pas qu'on est des cons. Alors, il y a, ça veut rien dire. Si je comprends bien, si je comprends la pensée de Merci de penser que je ne pensais. Dans mon pays où il y a, plus de 260 ethnies. Dans mon pays, il y a 260 ethnies. Oui. Où vous avez des petites poches de gens qui ne parlent qu'à peu près 50 000 et qui parlent une langue vernaculaire, ils ne sont que 50 000. Oui. Mais qui réussissent quand même à parler français. Hein? Ils devraient ne plus parler les langues vernaculaires pour ne parler que le français. Enfin, il y a quand même... Je n'ai pas dit d'arrêter de parler le créole. Si je comprends bien... Je n'ai pas dit d'arrêter de parler créole. Laissez-moi finir. J'ai dit que je n'ai rien à foutre de l'agrégation. Pour vous, on est obligé de parler le même créole en Martinique, en Guyane, en Réunion, etc. Je n'ai pas dit ça. Mais non, donc on peut avoir notre créole martiniquais. On peut avoir notre créole martiniquais. C'est ce que je vous dis. Avec nos agrégats de créole martiniquais. L'agrégation du créole martiniquais, oui, l'agrégation du créole réunionnais. Ils vivent en Guadeloupe. Ils ont qu'à avoir leur agrégation de créole guadeloupéen. Mais ça change. De toutes les façons, les langues vivent avec le temps. Si au départ, il y a plusieurs sectionnements de la langue, avec l'évolution du temps, il y aura certainement une uniformisation. Il y aura une langue. Il y aura une uniformisation. Et le créole fera la France est un pays sous-développé parce qu'il y a les Bretons, il y a les Flamands, ils parlent leur langue, ils écrivent leur langue. C'est un pays sous-développé aussi. On va changer de sujet, d'accord? Merci beaucoup. Merci. Je vous assure, Cindy, qu'il n'y a pas d'agrégation en breton. Qu'il n'y a pas d'agrégation en basque. Arrêtez vos conneries. C'est nous les plus cons. Eh ben, ils écrivent le breton, ils écrivent le flamand, ils ont même des dictionnaires. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. C'est bon, on va changer de sujet. Merci. D'accord. Donc nous sommes en avance sur eux, ils arrivent. Hein. Allez au Pays Basque pour voir si c'est pas le français qui parle. Bon, allez, on finit. On va passer. On finit. Et par contre, il faut garder le créole. Pour le garder, c'est pas la peine de l'écrire ni rien. On n'a qu'à le parler sans arrêt. À l'école, que l'instituteur parle aux petits qui arrivent le créole. Moi, je laisse, vous mettez qu'on en rôle, on n'a pas qu'à venir. Dépêche-toi de venir. Pour mettre le créole au même niveau que le français, mais au niveau de l'oral, on parle le créole français, on parle. Mais cette histoire d'agrégation, de machin, de dictée, tout ça, c'est un scandale. Il existe une agrégation des langues en français depuis 2017. D'accord. C'était juste pour vous dire qu'il existe une agrégation des langues régionales en France. Concours national, agrégation du second degré, créé en mars 2017. Donc ça existe. C'est encore pire. Non, mais ça existe. C'était juste pour vous dire que ça existe. Donc tout ce que vous racontez là, ce n'est que pour faire de l'esbrouf. Non, mais en réalité, les autres, ça fait longtemps qu'ils ont commencé dessus. Donc nous imitons. Donc si ça existe, ça veut dire que nous imitons. Changer le sujet. Et alors, si c'est bon. On n'est pas français. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans On n'est pas français. Ben voilà, on imite le national, c'est tout. Et puis, c'est pas ce que vous racontez là, c'est très, très limité. Alors, on va aller sur l'agricultrice, monsieur. Non, parce que Montezum, il a presque pleuré. Là, on n'a pas encore parlé de son agricultrice qu'il a trouvée dans France Antilles. Ça va. Mais oui, c'est à l'occasion de la journée internationale des femmes du monde rural. C'est à cette occasion-là qu'on interviewe une dame qui est agricultrice et qui... Alors, c'est une dame qui vivait en France, elle a une 50aine d'années, et elle a décidé, après avoir entendu que beaucoup de Martiniquais, comme nous, comme les élus, parlaient comment dirais-je, d'une agriculture suffisante. L'auto-alimentaire. L'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire. Elle entend ça en France, elle entend les gens qui parlent de ça, elle dit, tiens, ma mère est agricultrice, mon père aussi, donc j'ai des parents agriculteurs, ils habitent à la campagne, j'ai l'habitude. Elle dit, bon, ben, écoutez, je vais rentrer à la Martinique et je vais me mettre à cultiver la terre martiniquaise que j'aime pour pouvoir fournir aux Martiniquais des aliments sains. Je vais donc participer non seulement à nourrir le peuple martiniquais, je vais essayer également de gagner ma vie dans cette affaire-là et essayer de voir si, comme le disent les élus et puis d'autres Martiniquais qui parlent d'autosuffisance alimentaire, je vais regarder si je peux me glisser dans ce créneau-là. Et après 5 ans, elle jette l'éponge
parce qu'elle est totalement épuisée, physiquement et moralement, elle est épuisée. Et même ses parents la poussent à laisser ça, quitter ça, ou quoi, comme ça, etc. Alors elle dit, j'abandonne le travail, mais je n'abandonne pas l'idée. Et elle abandonne parce que le Pôle emploi lui a trouvé une autre activité qui pourrait lui permettre de gagner sa vie. Et finalement d'avoir suffisamment cotisé pour toucher une retraite. Alors elle dit que c'est pour quelqu'un, même quelqu'un qui est sensibilisé, qui est formé, parce qu'elle est formée à l'agriculture, hein, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle n'apprend pas sur le tas, hein. Même quelqu'un de formé, avec des parents qui vous soutiennent, etc., elle dit que c'est un tel chemin de croix qu'elle ne croit pas que ça puisse être viable comme ça. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faudrait quand même des aides beaucoup plus structurées, beaucoup plus importantes. Alors, elle dit que même se soigner, elle n'arrivait pas à se soigner, c'est-à-dire avoir... une couverture sociale. Comment dirais-je une couverture sociale. Une couverture sociale. Une couverture sociale pour se soigner, etc. Pas suffisamment non plus pour manger, pas suffisamment non plus pour pouvoir épargner et se faire une retraite. Alors, elle évoque 4 ou 5 difficultés que je vais quand même vous dire. 4 ou 5. Alors elle dit, il y a d'abord une difficulté d'accès à la terre. La quête et la cherté de solutions alternatives. Que les aléas climatiques et topographiques, c'est-à-dire le climat à la Martinique, c'est un adversaire que vous avez là. La recherche d'une activité salariale complémentaire, principale ou secondaire pour l'aider à se maintenir sur la terre. La création d'une micro-entreprise, elle dit que c'est vraiment le chemin de croix. L'obtention d'un siret agricole. Le manque d'informations et de moyens d'accès au numérique. Et la vie chère et la raréfaction de mon pouvoir d'achat, alors que le prix des intrants agricoles, des engrais, etc., des pesticides biologiques ne cesse d'augmenter. Et elle parle de l'absence dans le secteur agricole d'une couverture sociale, c'est ce que je disais, adaptée. L'accès sélectif aux aides de la PAC, c'est-à-dire de la politique agricole commune. Nous avons beaucoup parlé ici du POSEI. Elle dit c'est vraiment le chemin de croix d'essayer d'avoir ce POSEI. L'adhésion à une coopérative agricole, l'assurance d'une couverture des risques liés aux calamités sécheresse et l'isolement de la profession. Alors elle dit, je jette l'éponge, c'est pas possible de faire ça, j'ai tout mon courage, j'avais toute ma volonté pour essayer de voir si moi je pouvais m'investir dans ce travail agricole et si je pouvais aider mes compatriotes martiniquais à approcher de... Excusez-moi, c'est une Martiniquaise. Ah oui, qui reste en France toute sa vie. Ah non, qui comme tous les Martiniquais, elle était partie se former et travailler un petit emploi. Et un jour, elle décide, elle dit... Donc elle est restée en France longtemps, et un jour, elle décide de revenir. Dans l'agriculture. Si vous voulez, je ne sais pas où vous voulez aller. Je ne veux pas, je me renseigne. Non, il y a un peu ça, oui. Oui, comme beaucoup de Martiniquais. Et vous avez découvert grâce à ça que l'agriculture est un métier difficile. C'est grâce à ça que vous avez découvert ça. C'est là que vous avez découvert ça. Quoi? Que l'agriculture est un métier difficile en Martinique. Non, moi... Vous le saviez? Je le pratique. Donc vous le saviez? Oui, je le sais. D'accord, donc je crois que vous l'aviez lu dans France Antilles. Mais le problème, c'est que ça ne devrait pas. Voilà, ça ne devrait pas quoi? Ça ne devrait pas être difficile. Ah bon? Vous vous rendez compte que nous sommes sur un territoire de 300 000 habitants. 300 000. Vous êtes agriculteur dans un territoire de 300 000 habitants. 350 000. 350 000. Vous voulez avoir des subventions de POSEI, comme elle dit c'est un parcours de combattant. Ouais. C'est pas normal. Surface. Je vais vous dire, parce que d'abord, on est posé ici, je ne sais pas combien de gens savent que la journée de la femme rurale, etc., c'était le 14 et 15 octobre. Quelqu'un ici le savait? Non, vous ne saviez pas? Moi, je l'ai découvert. Parce que dans mon pays, le 14 et le 15 octobre, nous avons une manifestation. Moi, même pas dans mon pays, dans ma zone de commandement, c'est une femme, un hectare.
Une femme, un hectare? Oui. C'est-à-dire Une femme, un hectare. C'est-à-dire on a donné cette année à chaque femme dans le village un hectare pour pouvoir faire de l'agriculture. Elle aurait préféré avoir une voiture, non? Sans doute dans le pays dans lequel vous vivez. Non, je vous demande. Vous êtes endetté de partout. Au Cameroun, non. C'est comme ça qu'on vous donne à chaque fois. Au Cameroun, vous êtes tellement non. habitué à ce qu'on vous donne, nous on préfère travailler pour l'avoir. Yes. Allez. Donc, tout ça c'est pour dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est des journées qui sont importantes. Et le fait de l'entendre s'exprimer, c'est pour dire que quelque part, comme ça n'intéresse personne finalement, cette problématique de l'agriculture. En fait, on en parle beaucoup sur notre plateau. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'agriculture, d'autosuffisance alimentaire. En réalité, ça n'intéresse pas grand monde. En réalité, ça n'intéresse que ceux qui y sont et ceux qui y travaillent. Oui. Mais ça n'intéresse pas le commun des Martiniquais et qui souffrent de savoir que dans notre agriculture, les gens peuvent s'installer. Parce qu'on a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts et puis... Pourquoi il faut l'autosuffisance alimentaire en Martinique et pas en Auvergne ou dans le Limousin? Je vous ai déjà dit, M. Laouché, une fois que le jour où nous avons une guerre mondiale dans ce monde... Ah, donc c'est à cause de la guerre mondiale. Non, mais laissez-moi finir. Le jour où il n'y aura pas de bateau pour venir nous nourrir. Le jour où il n'y aura pas de bateau, et les temps ne sont pas si loin que ça, parce que vu comment ça se passe dans le monde actuel, il vaut mieux savoir aujourd'hui planter que savoir travailler sur Internet. Il vaut mieux savoir avoir son petit jardin à côté de chez soi, parce que vous êtes sûr que si ça pète, vous pouvez manger. On a vu le jour de dîner passé ici, que ceux qui avaient le fruit à pain à côté de chez eux, ça commençait tout le monde regardait le fruit à pain et se demandait de quel côté penche au niveau de la barrière, n'est-ce pas? Donc c'est important d'avoir une agriculture qui fonctionne. On ne va pas aller jusqu'à parler de tout ça. En tout cas, sur ce qu'on produit, on va pouvoir au moins nourrir les habitants qui sont sur notre terre. Mais quand j'entends ça, je ne peux que compatir et dire qu'effectivement, les gens qui s'occupent de ça, la Chambre d'agriculture, mais bon, j'en ai entendu un il n'y a pas si longtemps, ils sont tout aussi en difficulté que la dame qui parle. Oui. Le problème, c'est que comme c'est un problème qui est inhérent, qui nous intéresse que nous-mêmes, avec nos propres élus et électeurs, ben c'est sûr que c'est un peu plus complexe, puisque nous avons décidé de faire une agriculture qui est une agriculture uniquement de canne et de bananes. Spéculative. Voilà, une agriculture spéculative. Oui. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Oui. Alors, docteur Montezum, je comprends bien le cri de détresse de cette dame. Cependant, je ne suis pas entièrement en phase avec elle, dans la mesure où ce qu'elle vit là, ses parents ou ses grands-parents ont vécu la même chose, puisque si l'agriculture en Martinique s'est cassée la gueule, s'est effondrée, c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans une situation où les agriculteurs travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne s'en sortaient pas. Parce que nous sommes une petite île, avec des petits moyens. Vous pensez qu'en France, les agriculteurs travaillent moins? C'est la même chose. Ils travaillent dur, mais c'est récemment, avec la mondialisation récente, qu'ils sont tombés. Mais nous étions déjà en difficulté depuis très longtemps, voire de tout temps, dès lors que nous sommes confrontés à des produits importés avec des baisses de prix, les agriculteurs ici ne s'en sortaient pas. Bien entendu, nous avons aussi, elle a mentionné un élément important qu'on ne dit pas assez souvent, c'est la géométrie, la situation de la courbure des terrains. Oui. Nous avons des terres qui ne sont pas facilement mécanisables. Donc ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Coûteux, donc ça fait échec à la rentabilité. Ouais. Et d'autant plus que les espaces ne sont pas si étendus que ça. Dans d'autres pays, on prend Brésil, on prend Cameroun, on prend Côte d'Ivoire. Des immensités. Vous prenez un tracteur de 30 000 € et vous l'utilisez sur 100 hectares. Mais ici, un tracteur de 30 000 €, vous l'utilisez sur 1 hectare. Donc seuls les groupements de coopératives peuvent amortir le poids de l'immobilisation. Elle l'a dit. Et en Martinique, nous ne sommes pas assez, disons, assez entraînés à l'union pour faire fonctionner des groupements. Puisque tous les groupements qui ont été plus ou moins proches de l'agriculture et dans d'autres métiers d'ailleurs, ne se sortent pas si bien que ça. Et ce qu'elle dit là, elle découvre ce qui a toujours existé. Les agriculteurs, les agricultrices, ce sont des gens qui se battent, mais ils se battent face à des fonctionnaires qui n'ont pas la même notion des choses. Ils se battent face à des pays étrangers qui nous importent des produits qui cassent le marché et qui les met à genoux avec une réglementation européenne qui les impose
des choses limites impossibles, c'est vrai. alors que ces mêmes règles d'interdiction n'existent pas au Brésil ou dans d'autres pays. Donc nous nous retrouvons sur le même marché avec un produit, entre guillemets, du tiers-monde, avec des conditions de culture, disons, de pays développés. Oui, alors, donc il y a une difficulté, il y a une équation économique qui est impossible. Attendez, juste une seconde, monsieur. Attendez, juste une seconde. Pour vous dire quelque chose. Le premier problème de l'agriculture, c'est le climat. Vous avez tous les pays. Je vous parle de l'agriculture. Oui, c'est le climat. C'est un gros problème, d'accord? Le deuxième problème, c'est la terre. Le troisième problème, c'est que ce sont des métiers durs, difficiles. À cause de ça, vous plantez. Moi, j'ai vu, je me rappelle que j'étais en France, une bonne femme qui a planté ses trucs. Il y a eu la grêle, elle a perdu tout ce qu'elle avait planté. En 10 minutes, elle a perdu une année de travail. Donc, l'agriculture est un métier difficile. Vous ne demanderez pas aux Martiniquais, parce que vous n'auriez pas demandé à votre fils de rentrer dans ce métier-là. Il faut faire attention. Si on veut développer l'agriculture en Martinique, il faut que l'État s'en mêle. Il faut pratiquement nationaliser l'agriculture. Parce que si c'est des gens, c'est ce que j'explique à Dab, elle n'arrive pas à s'en sortir, c'est trop dur. Quand vous avez un agriculteur, même en France, le mec, il n'a pas de vacances. Parce qu'il faut donner à manger à la vache, il faut donner à manger aux moutons, il faut ceci et cela. Ils n'ont pas de vacances. C'est un métier particulièrement dur, tant en France qu'en Martinique. Donc il faut prendre ça en compte et réfléchir à ce qu'on peut faire. Mais c'est pas si facile que ça. Moi, je suis d'accord un peu avec M. Larouché. C'est rare que je suis d'accord avec lui, mais là, je suis d'accord avec lui dans le sens où les agriculteurs se heurtent beaucoup à l'administration. Oui, à l'administration, parce que quand il faut demander les subventions, ils se heurtent aussi à l'administration. Mais il n'y a pas une vraie politique... une vraie politique d'agriculture, quoi. Parce qu'il y a des jeunes agriculteurs qui ont dénoncé, Nini Desjardins, je te salue, elle aussi, elle a dénoncé le fait qu'il n'y a pas une vraie politique et qu'elle se retrouve seule. Et comme elle n'a pas d'aide, voilà. Et qu'elle se retrouve seule et comme de ça, l'accès au terrain, c'est très dur. Et quand ils ont accès enfin à une parcelle de terre, eh ben, là, se retrouve confrontés aux éoliennes, parce qu'ils veulent mettre des éoliennes ou des panneaux volcaïques sur son terrain aussi. Donc c'est très compliqué. Si je peux me permettre, je crois que le problème, ce n'est même pas un problème d'aide. Je crois que c'est un problème d'abord de volonté politique. Il n'y a pas de volonté politique. Ce que je veux dire par là, quand je parle de volonté politique, c'est-à-dire que nous savons que la plupart des aides qui nous sont... Attendez, il y a une volonté politique affichée là. Attendez, oui, attendez. Ces jours-ci à la Martinique, nous sommes bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que dans l'Union européenne, puisque la plupart des aides viennent de l'Union européenne, il existe des exemptions qui sont faites sur certains territoires et certains produits. Ultramarines. Nous sommes des produits des zones ultramarines. Nous pouvons demander des exemptions particulières sur certains produits que nous cultivons et qu'on refuse que ça rentre en concurrence avec ce qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est aussi des leviers que nous devons pouvoir appuyer. Parce que si nous livrons nos agriculteurs à la concurrence mondiale, il est bien évident que vous ne pouvez pas payer l'agriculteur de Martinique, il va vouloir toucher 1 400, 1 500 euros, ce qui est déjà très peu dans le monde dans lequel nous vivons. Alors qu'en face de lui, ici, vous avez des gens qui sont à 300 euros et qui produisent 2 fois plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est aussi de faire de notre territoire des zones d'exemption pour certains produits, je ne dis pas tous les produits. On me répondra, oui, mais comme ils donnent des aides, oui, on est obligé d'ouvrir le marché. Je pense qu'il y a des exemptions à demander, parce que s'il n'y a pas ces exemptions-là, ben c'est clair que l'agriculture telle que présentée là, ça ne fonctionnera pas. Elle n'est pas viable. Ben non, elle n'est pas viable. Et moi, j'hésite même aux jeunes agriculteurs, aux agriculteurs de manière générale, s'ils ont la possibilité de transformer les produits, il faut les transformer aussi. Oui, bien sûr. Il faut les transformer, puisque nous avons aussi des aides, il y a aussi toute une industrie qui a été mise en place pour transformer les produits. Tout à fait. Non, pour concurrencer, elle a parfaitement raison. Comme vous étiez d'accord avec moi tout à l'heure, je viens d'accord avec vous maintenant. Filmez-le, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il faut impérativement aller vers l'agro-industrie. C'est-à-dire que c'est vrai que les pays voisins nous donnent des produits bruts, quoi. Eh bien, nous pourrions concurrencer en faisant de l'agro-industrie et nous spécialiser dans l'agro-industrie que nous pourrions vendre en Europe. L'Europe n'étant pas seulement les 5 ou 6 pays-là, mais il y a une Europe qu'on ignore complètement. C'est l'Europe centrale, la Slovénie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, etc. Ils sont des pays
Dans tous ces pays-là, il y a des gens qui ont de l'argent. Même les pays dont on dit qu'ils n'ont pas un très haut niveau de vie, il y a des gens qui ont de l'argent. Il faudrait que nous essayions d'ouvrir ces nouveaux marchés à des produits que nous produirions avec de l'agro-industrie. Mais même la Chine, c'est un grand marché. Regardez, ils se sont intéressés à nos rhums, ils se sont intéressés... Ah, il y a des débouchés. Hein. Oui, il y a des débouchés. Donc, simplement, c'est plus difficile d'exporter des fruits à pain bruts, oui, bien sûr. que de faire des frites de fruits à pain. Ça, oui, non, mais l'autre difficulté, docteur Moutezou. J'ai été très sensibilisé à celui-ci, hein, puisque ici on a beaucoup parlé de l'autonomie alimentaire. Alors c'est vrai qu'en France, à la sortie de la guerre, 75% du peuple français était agriculture rurale, alors il ne reste plus que 2000 ou 3000 agriculteurs en France, qui sont énormément concurrencés par le Mercosur, par exemple, par l'Ukraine, si l'Ukraine jamais rentrait dans le marché, dans le marché commun, et qu'il y a aussi des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à... L'agriculture, c'est dur partout. C'est partout. Non, mais la difficulté agricole, elle ressemble à l'agriculture de toutes les petites entreprises, locales ou ailleurs, avec le poids de l'administration. Quand un petit entrepreneur agricole se retrouve les mains dans les champs et l'obligation d'aller livrer son produit, et en même temps, il doit exécuter beaucoup de choses administratives. Ça devient impossible. Il fait des journées impossibles. À la longue, il y a un effet ciseau, sa santé tombe, son moral tombe aussi. Et financièrement, bien sûr, il tombe avant. Et nous sommes dans la même situation où certains politiques, je ne dis pas tous, j'ai envie de dire tous, ils prennent des décisions à haut niveau national, voire européenne, c'est-à-dire des décisions qui ne sont pas forcément adaptées à la situation locale. Ils mettent des réglementations, des procédures, un certain nombre de contraintes qui ne permettent pas à un agriculteur élémentaire de suivre le rythme. Prenons le cas par exemple de la restauration scolaire. On a envie que nos enfants de la Martinique consomment des produits issus de l'agriculture martiniquaise. Mais comment faire pour fournir à tous les restaurants de nos enfants scolaires des produits sains, permanents et réguliers dans toutes les cantines de la Martinique? Est-ce qu'on a pu trouver un groupement, une coopérative qui garantit à la fin de la chaîne, c'est-à-dire aux assiettes de nos enfants, les produits réguliers toute l'année? Et c'est déjà là, si on arrivait à relancer cette pompe de consommateurs à un prix acceptable. À un prix acceptable, déjà là, on pourrait dire qu'on lance un cycle économique stable et permanent. Mais on n'a pas pu le faire. Mais on n'est pas obligé de faire que ce soit régulier. La régularité vient avec ce que l'on produit. Si je suis producteur, que la première année je produis 100, vous me prenez 100, et que vous me garantissez que l'année prochaine vous en prendrez 200, je ferai 200. Mais on veut même commencer par quelque chose, peu importe que ce ne soit pas régulier au départ. Mais ça va devenir régulier parce que c'est attractif pour l'agriculteur. Si on attend que ce soit régulier, on ne fera pas. Non, mais il faut que dès le départ, on soit d'accord qu'on va privilégier les agriculteurs. Même si ça ne fournit que 2 écoles au départ, mais que ceux qui produisent ça ne fournissent que les 2 écoles. Et puis progressivement, parce qu'on prend pour 2 écoles, on va permettre à eux de pouvoir soit étendre leur culture, soit à d'autres de vouloir faire... Si on ne le fait pas, si on ne commence pas à faire ça, on n'y arrive pas. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que on vient de fournir au service d'incendie de la Martinique 5 véhicules très modernes, très neufs, etc. Changement de programme, changement de sujet. Oui, vous avez remarqué qu'on a changé de sujet. On vient de fournir... Comme vous êtes... On vient de fournir aux IS, donc aux pompiers, des magnifiques... Qu'est-ce que vous pensez de cette information? On leur a donné des belles voitures, des beaux cars, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il était temps. Il était temps. On a parlé de votre sujet. Qu'est-ce que vous leur Je croyais qu'on a parlé de l'eau, moi.
Oui, il était temps que nos pompiers soient bien équipés pour venir en aide à la population. D'accord. Et vous Oui, alors, si on a fourni quelques matériels, 5 camions et matériel performants aux pompiers, vu que dans le passé, que les pompiers, les sapeurs-pompiers ont fait beaucoup de grèves pour demander du matériel, comme le matériel est arrivé, à mon avis, tardivement, est-ce que c'est pour améliorer le service ou est-ce que c'est pour rattraper un retard d'équipement qu'ils avaient? Est-ce que maintenant là, il ne faudrait pas encore leur donner encore 5 pour mettre au niveau des nécessités donc, ils ont donné, on leur a donné 5, il faudrait leur en donner 10. Oui, il faudrait demander aux pompiers, est-ce que quelle est la situation? Est-ce qu'ils ont de quel sujet? Allez-y, M. Montezuma, vous voulez quoi? On ne parle pas de pompiers. Sur les pompiers, là, c'est d'avoir reçu du matériel neuf. Oui, je suis très content. Vous êtes content pour eux? Oui. Et vous, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas. Ils ont reçu 5 camions de pompiers. Bon, je vous signale qu'ils font quand même beaucoup d'interventions sur le territoire. Hein, mais bien donc, sûr, beaucoup de ça nécessite quand même un équipement. Ok, bon, d'accord. On a compris. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Non, mais c'est bien, c'est votre niveau de réflexion. Moi, je pense que oui, allez-y. Ce n'est pas le même niveau de réflexion que vous. Quand on regarde les incendies en France, la France est un beau et grand pays, avec beaucoup de forêts. Et c'est ça qui fait sa grandeur en Europe. Quand on voit les incendies, on voit des pompiers en train de courir, de fuir l'incendie. Et puis on voit un petit hélicoptère en haut qui jette un petit peu de produit, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on change. Il faut qu'aujourd'hui, on donne aux pompiers des moyens aériens d'intervenir. Ce n'est pas des voitures qu'il faut. Ce sont des... Attendez, laissez-moi finir. Vous n'êtes jamais d'accord avec moi. C'est votre fonds de commerce. Vous n'êtes jamais d'accord avec moi. C'est ça qui vous permet d'exister. Je dis que nous sommes entourés d'eau. Donc, ce n'est pas difficile. Et donc, ce dont nous avons besoin, c'est une escadrille d'hélicoptères ou d'avions, je ne sais pas, machin, qui sont capables de prendre de l'eau et de jeter sous les incendies. C'est ça qu'il nous faut, beaucoup plus que des camions. Il faut que... La guerre en Ukraine, ça a fait une révolution. On a découvert les drones, quoi. Bon, eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on découvre... Alors, il y a un tas de... Alors, on me dit que ça revient cher, pas forcément, parce qu'il y a un tas d'avions Rafale français. Tout ça qu'il y a pour l'armée, il y a des canons, des avions, des escadrilles et tout ça, qui sont là et qui servent à rien. On n'a qu'à prendre un petit peu de cet argent-là, acheter des hélicoptères qui vont chercher de l'eau dans la mer et qui les versent sous les incendies. Si je comprends bien, vous avez l'incendie sur votre domicile, je vais soulever un avion pour venir verser ça sur votre domicile. Et les maisons aux alentours, on fait quoi? Non, parce que monsieur Laouché, mais vous n'y connaissez rien. Écoutez-moi, monsieur Laouché. Vous ne prenez quand même pas les pompiers que nous avons sur le territoire. Pour des imbéciles. Pour des bleus. S'ils ont fait une demande de matériel, c'est pas nous qui avons fait la demande de matériel. Laissez-moi vous dire, monsieur. J'espère qu'on fait la demande. C'est pas fini. Non. J'espère qu'on fait la demande de matériel. Vous n'avez pas le droit. la demande de matériel en fonction de ce que nous avons sur le territoire. Je suis en train de vous dire. Combien d'incendies type Marseille ou la région de Marseille vous avez sur notre territoire? Pas beaucoup. Je ne vais pas déplacer un hélicoptère largueur d'eau et de machin sur pour qu'il intervienne une demi-fois par an. Donc, il faut quand même, vu le coût, il faut quand même réfléchir à quel type de matériel nous avons sur le territoire, quel type de feu, pour quel type de matériel. S'ils ont estimé que c'est celui-là, c'est que c'est mieux. Contrairement à ce que vous dites. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert en feu. Moi, je suis en train de vous dire. Mais non, vous êtes un expert en feu, je vous laisse parler. Contrairement à ce que vous dites, je réfléchis. D'accord. Je réfléchis sur tous les secteurs. D'accord. Ça veut dire que je réfléchis, je me dis, bon, on leur a donné 5 machins. Si on leur avait donné des hélicoptères, enfin, il faut voir le nombre, etc. Mais le principe, je vous dis que le principe du pompier qui est par terre et qui a une lance est dépassé. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes en train de me dire que quand ça se passait à Marseille, il n'y avait pas des pompiers à terre en train d'éteindre le feu. Vous me dites qu'ils ont travaillé qu'avec des hélicoptères. Non, je vous dis que c'est dépassé. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas toujours. On veut dire que c'est dépassé. Je vous dis que c'est dépassé. Mais non, monsieur Lapousse, c'est en complément. Je peux toucher 2 mots. Ce que vous dites... Non, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement éliminer tous les pompiers. Je vous dis que le pompier va venir en plus. Ça va venir en plus. Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît.
principal, c'est l'aérien. Non, mais monsieur Larocher... Attendez, juste quand je vois des forêts qui machinent, on voit un petit hélicoptère là, puis des pompiers qui courent. Écoutez, non, mais monsieur Larocher, on est sous le territoire martinique. Oui. Sur toute l'année, on peut répertorier combien d'incendies de feu en forêt. Il y a plus de personnes qui tombent à terre, qu'il faut ramasser. Donc c'est normal qu'on a vu des nouveaux camions. Je parle des incendies. Hein. Non, attends. D'accord. Ça dépend des camions pour quoi faire. Si c'est des camions pour lutter contre les incendies... Non, mais je vais vous mettre d'accord, monsieur Laroche. Oui, me mettre d'accord avec quoi? Avec vous-même. Avec vous-même. Mais enfin, ça me fait quand même un peu de peine, parce que vous êtes quand même journaliste, je le répète souvent ici. Hein. Il paraît. Il y a eu ces jours-ci des réunions sur la filière bois. Et c'est une obligation qu'ils sont en train de mettre en place. Donc je suis un peu navré que c'est vous qui soulevez ce problème alors que vous ne l'avez pas étudié vous-même. Moi, on parle de bois. Mais oui, si vous voulez, je vous l'envoie. Il y a mais pourquoi me parler de ça, je veux soulever la filière bois, qui est une filière qu'on est en train de mettre en place à la Martinique, à l'ONF, etc. Bon, il y a une filière bois. Et lors de ces réunions, ils ont effectivement parlé de ça. Des camions? Donc, pas de camions, de drones? L'incendie? D'incendie de forêt. De forêt. Technique d'incendie. Donc, je lui dis, ça se fait aussi, mais il ne le sait pas. Il n'a pas investigué. Attends, j'ai pas investigué. Il n'a pas investigué. Alors, non, docteur Moutezine, voilà la solution. Mais c'est lui qui lance le problème. Hein. Non, la solution, docteur Moutezine. Vous voyez, sans savoir qu'ils en parlaient, j'ai lancé le problème. Oui. C'est pour vous dire à quel point je suis au courant. Non, la solution est simple. La solution est simple. Nous, on est personnes extérieures. Oui. Les spécialistes, les pompiers qui sont sur le terrain tous les jours, oui. Dès lors qu'ils ont fait une réunion, une commission technique, et ils ont jugé ce qui est bon pour eux, c'est eux qui ont raison. Non, justement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne ferme pas les yeux, puis les gens, je réfléchis. Je réfléchis. Ils sont spécialisés. Vous réfléchissez quoi? De quoi vous voulez parler? Monsieur Larocher réfléchit sans chiffres. Des pesticides. Bon, parlons des pesticides. Pas des pesticides, de l'eau. De la chlordécone. Vous avez 15 minutes pour parler de la chlordécone. Vous avez 15 minutes pour parler de la chlordécone. Des juges avec le président. 15 minutes, c'est largement suffisant. Il n'y a pas l'eau? Allons-y. Vous êtes tellement ignorant que en 15 minutes... Mais oui, c'est ça. Alors, vous savez que c'est un serpent de mer qui réapparaît tout le temps. Cette histoire de chlordécone et de prise de position de la justice sur l'empoisonnement de la Martinique par cet organochloride. Alors, l'empoisonnement se fait depuis les années, nous avons dit 70-75, avec un arrêt 93, une annonce au Martiniquais pratiquement 1999-2000. Alors depuis, ça fait quand même 25 ans que nous savons que nous avons été empoisonnés par cet élément, la terre, l'eau, etc. Et finalement, il y a une bataille juridique en cours. Alors, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de faire le journaliste. Je suis médecin, mais comme je suis frustré de la façon de travailler de mes collègues martiniquais, journalistes, j'ai essayé de faire le journaliste. J'ai essayé de comprendre comment ça se fait. Alors les Martiniquais savent que nous sommes en face du juge. Alors ma question, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que nous demandons au juge. Pour avoir fait un tout petit peu de droit, je sais que le juge ne répond qu'à la question posée. Alors je me suis dit, voyons voir quelles questions ils peuvent poser. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas tellement pu le savoir. En tout cas, tout ce que j'ai pu récolter, c'est qu'il y a finalement, comment on va dire, trois groupements de citoyens, on va dire ça comme ça, qui interpellent la justice sur le problème de l'empoisonnement de la Martinique de la chlordécone. J'espère qu'on le sait tous ici. Je ne suis pas sûr qu'on le sache tous ici, là. Il y a trois groupements assez individualisés.
Il y a le premier groupement de Mme Josse Pélage, qui est un médecin et qui a une équipe de médecins. C'est l'AMSES. L'AMSES qui fait de la prévention environnementale et de la santé environnementale et qui, d'après ce que j'ai pu recueillir, demande qu'il n'y ait pas arrêt de la justice, c'est-à-dire que... La prescription ne marche pas. Il y a une prescription. Elle demande qu'on enlève la prescription, puisqu'on dit que l'affaire est prescrite, donc on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas donner droit aux demandes. Alors, c'est sur ça que leurs avocats, ils ont des avocats qui travaillent sur cette question-là. Et puis il y a un autre, c'est le collectif, je suppose, le Lionnage pour Lionnage contre chlordécone. Voilà, la chlordécone, qui demande, eux, qu'on désigne les coupables. Quels sont les coupables? Pour leur demander des comptes. Ouais. Leur demander des comptes. Et il y a là, troisièmement, il y a la Sopamar, qui, elle, je ne sais pas trop ce qu'elle demande. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas exactement la question qu'il pose au juge. En tout cas, pour le moment, personne n'a eu de réponse, malgré que le président de la République ait reconnu la faute de l'État, malgré tout, jusqu'à maintenant. Alors c'est vrai que nous avons le préjudice de la santé. Il n'y a pas que le préjudice de la santé dans cette affaire-là. Et c'est là que je voudrais en revenir avec vous. Il y a le problème de la terre, il y a le problème de l'eau. L'eau a été touchée, elle a tellement été touchée que pour la donner aux gens, on est obligé de la dépolluer. Et la dépolluer, ça coûte de l'argent. Et on a fait un peu l'effort de demander à l'État de nous aider à la dépolluer, ce que l'État avait accepté, mais je ne sais pas jusqu'où c'est allé, peu importe, la question s'est posée. Vous avez pollué l'eau, alors on a pollué aussi la mer. Alors vous avez aussi les pêcheurs qui sont touchés dans leur activité. Alors votre conclusion, c'est quoi, vous? Je peux vous la dire, hein, mais dites-la nous quand même. Ma conclusion, c'est... Réparation. Quand on parle en général, on s'appuie beaucoup sur les gens qui ont été malades. Alors ça, je crois qu'on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé, pourquoi? Parce que alors c'est en maladie professionnelle. La maladie professionnelle a inclus cette maladie-là dans les réparations qu'elles font. Autrement dit, si vous avez été touché par ce produit qui vous a donné une maladie, vous pouvez entrer dans la maladie professionnelle et vous faire indemniser. Mais l'indemnisation n'est jamais énorme. C'est exactement comme quand on vous indemnise un accident de travail. Ce sera 300 €, 400 €, mais en fait, ça ne dépasse pas ce genre de choses. Bon, mais alors vous me demandez quelle est la chose la plus importante. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ça n'a pas touché seulement certaines personnes sur le plan de, par exemple, des cancers. Moi, je crois qu'il y a, je sais qu'il y a une atteinte de la jeunesse, particulièrement dans le nord Atlantique, des jeunes qui ont été touchés dans leur développement psychomoteur. Autrement dit, ce sont des enfants qui sont ou autistes, ou qui ont des 10 calculés, des orthographies, etc. Peu importe, des enfants qui sont un peu handicapés, quelquefois beaucoup handicapés, qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale, qu'il faut donc soutenir, et pour le moment, tout ça n'est pas encore... Est-ce qu'il y a des statistiques sur ça? Ah oui, on commence à en avoir. On commence à en avoir. Moi, j'ai dit qu'il y avait dans le nord Atlantique des centaines d'enfants. De sous-martiniquais, quoi. Non, de sous-martiniquais. Mais si, vous êtes en train de dire aux gens que nous sommes des sous-martiniquais dans le nord Atlantique. C'est un mot journalistique. Mais c'est ça que vous êtes en train de dire là. Mais ce n'est pas un mot médical, je ne peux pas l'employer. Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que dans cette affaire, nous n'avons pas une seule entité qui pose des questions au juge.
Il y a 3 entités qui ne demandent pas forcément la même chose, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit que le préjudice n'est pas seulement un préjudice de maladies, de certaines maladies comme le cancer, comme le diabète, etc. C'est aussi des maladies du développement psychomoteur et que je crois qu'on devrait quand même prendre un jour pour que l'ensemble des Martiniquais se rassemblent et fassent vraiment le compte de tous les préjudices qu'on a subis dans ce pays-là pour voir vers quoi on pourrait aller. Bon, donc il faut qu'on fasse une publicité maximum pour que tout le monde entier sache que nous sommes chlordéconés, de telle façon vous avez honte non, c'est que lorsque vous allez draguer une fille à Paris, elle vous dira ben, je couche avec toi parce que tu es rempli de chlordécone, donc j'ai peur d'être intoxiqué. Les touristes vont inviter soigneusement de venir en Martinique parce que c'est une terre chlordéconée. Tout ce qu'ils vont manger, c'est le chlordécone, etc. Il vaut mieux rien dire. Je dis qu'avant de dire des choses que vous dites là, il faut faire des enquêtes. Mais on a fait des enquêtes, c'est non, quand vous me dites que vous pensez que dans la Nord-Atlantique, il y a des enfants. Mais non, ben, j'ai besoin de statistiques pour savoir si c'est vrai, parce que ce sont des accusations extrêmement graves. Quoi. Qui peut faire, ça faut aller à la Martinique. Qui peut mieux faire les statistiques que vous-même, M. Laouché? Eh ben, pour l'instant, métier. Non, c'est pas mon métier, je ne suis pas statisticien. Non, il faut faire des statistiques et puis faire attention. Parce qu'il ne faut pas. Nous sommes là pour le monde entier. Nous sommes une terre de plage, de soleil, enfin, où il faut bon vivre. Vous êtes en train de mettre dans la tête des gens, de toute espèce de façon, que nous sommes une terre malade, une terre chlordéconée. C'est pas sérieux à mon avis. Il faut attendre d'avoir des trucs bien précis, sérieux quoi. Et pas enfin, un travail journaliste. C'est de statisticien, c'est pas de journaliste. C'est vous qui auriez dû. C'est vous qui auriez fait ça. Vous vous rendez compte comment les Blancs continuent de nous exploiter, même en 2025? Figurez-vous que dans l'équipe de France de football, il y a 2 Blancs. Tous les autres, c'est des Noirs. Puisqu'ils nous exploitent, hein? Je pensais qu'on allait parler de l'eau. Je suis surpris parce que là, votre passage. Oui, c'est ça. On a basculé. On a basculé. Là, c'est la force obscure. Vous savez ce que je lui ai répondu? Non. Je lui ai répondu, mais tout le monde sait. Alors, il dit, dans l'équipe de France, il y a seulement 2 Blancs. Ça veut dire que les autres sont noirs et que les Blancs nous exploitent. Je lui dis oui. Je dis ça, c'est de l'ironie hein, quand je dis ça. Mais oui, je lui ai dit oui, ils nous exploitent, mais tout le monde sait que les Blancs ont toujours fait leur fortune sur le dos des nègres. Mais je lui dis, mais il y a aussi quelques nègres qui continuent à faire le blanc sur le dos des nègres. Et que ça aussi, il faut que ça cesse. Tu penses au chef de village à qui tu pensais. Ah, mon Dieu. Non, mais ça m'a frappé, ça vous frappe pas. Non, ça fait longtemps que ça ne nous frappe plus. Ah non, mais c'est clair, ça ne nous frappe plus. Il n'y a que vous qui êtes frappé. Pourquoi? Non, c'est normal que ce soit... Écoutez, c'est le seul sport où vous n'avez pas besoin de chaussures pour jouer quand vous êtes petit. Voilà, c'est ça. Où la balle peut être une balle de chiffon ou partagée à 24. Que vous pouvez jouer dans les cours de récréation sans que ça ne pose de soucis à quiconque. Et en plus, vous avez des qualités physiques pour pouvoir y jouer, c'est-à-dire que vous courez vite. Il fait chaud, vous avez peur qu'on continue à vous chicoter. Vous sautez haut, parce qu'il faut que vous échappiez de la chicote de la personne qui vous poursuit. Et donc, ça vous donne un certain avantage par rapport aux autres. Bah, c'est normal que quelque part, nous soyons favorisés. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ça fait échec au final, les capacités physiques et psychologiques du joueur qui vient de petits villages, de petits quartiers. Il n'est pas confronté au filon des abus. Au filon des abus, ça veut dire quoi? Non. Eh bien, il y a, dans certains métiers, comme en Martinique d'ailleurs, un chef de service, comme dans l'organisation de l'État en général, on voit beaucoup plus de chefs de service de visage pâle que de chefs de service martiniquais. Alors que dans le sport, quand vous avez des qualités intrinsèques que personne ne peut troubler ou tricher ou spolier, vous avez le résultat que vous méritez. Il y a ça, mais le plus important, M. Laouché, que vous devriez quand même voir, c'est que ce qu'on a appelé l'Empire français, ce qu'on a appelé, qu'on a essayé de faire l'Union française, c'est énormément de pays noirs qui est plus
de 10 fois plus nombreux que les Français eux-mêmes. Donc qu'on retrouve dans le football beaucoup plus de noirs que de blancs ne me paraît pas... Non, mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Hein. Là, je faisais une boutade comme ça sur le physique et tout ça. Non, mais c'est... Mais ce qui me dérange, moi, c'est pas qu'il y ait des footballeurs noirs. Ce qui me dérange, c'est qu'on ne voit pas d'entraîneurs noirs. À haut niveau. Ah oui. C'est ça la vraie différence. Ouais. C'est-à-dire qu'on continue à penser que pour réfléchir et pour tenir des équipes, il faut être d'une certaine partie de la nation et que les autres n'ont pas le droit de le faire. Et que quand c'est fait, vous êtes sous le feu des réacteurs. La preuve, c'est que sur le banc de touche de toutes les équipes européennes dont on cite, il y a Habib Bey qui est à Rennes, et puis c'est tout, hein. Non, mais quand même, docteur, ça vous a frappé. Je sais que ça vous a frappé. Vous ne le dites pas pour pas faire de la peine à votre confrère. Mais enfin, il n'y a aucune grande équipe africaine qui machine le monde. Il n'y a aucun pays d'Afrique... J'ai entendu parler des léopards, des... Vous avez entendu parler vaguement, mais on ne peut pas dire que les léopards, c'est le Manchester City ou que c'est une grande équipe. Je vous signale qu'à chaque Coupe du Monde, en quart de finale, vous avez une équipe africaine. Vous avez en demi-finale l'année dernière, vous avez une équipe africaine. Donc ne dites pas que ce n'est pas impossible. Un pays de 1,3 milliard d'habitants produit quand même peu d'équipes de football. Mais il faut avoir de alors que dès que les Africains sont en contact avec les Blancs, ils jouent très bien, et ceux qui sont en équipe de France et tout. Mais quand ils sont entrés, ça marche pas du tout. C'est sur ce terrain-là qu'on peut m'amener. Je vous dirais que ceux qui jouent sont d'abord des Français, avant d'être des Africains, pour commencer. Ah bon? Ben oui, c'est vrai. Ils sont tous nés dans la banlieue parisienne. Donc c'est d'abord des Français, c'est très peu d'Africains, même si c'est pas parce qu'ils ont la couleur de peau qu'ils sont Français. Ils ont grandi avec les Français, quoi. Ils ont grandi avec des Français. Et donc ils sont meilleurs que ceux qui grandissent sont les Français. Non, mais ce sont des Français. C'est-à-dire que les Ousmane Dembélé, les Mbappé, etc., ce sont des Français. Oui. Et il est venu au Cameroun une fois. Et encore, c'était pour venir faire un don d'école dans le village de son grand-père, dont le père n'était pas venu depuis longtemps. Donc, c'est pas considéré comme des Africains pour nous. Hein. D'accord, ok. Donc, alors, docteur Montezum, ce qu'il dit, ça peut s'illustrer. Je pense dans l'équipe nationale de golf, voilà. Avec du matériel de 2, 3, 4, 5, 6 000 euros par personne. Vous ne trouverez pas de noirs. J'espère qu'il y a beaucoup de noirs. Il n'y a pas de noirs. De toute façon... Ceci dit, il y a un noir qui était très fort, là, je ne me rappelle plus son nom. Il y avait un noir qui était champion de golf. Aux États-Unis. L'équipe de football d'Amérique du Sud, non pas Afrique du Sud, s'est démarqué aussi une période. Ah bon, l'Afrique du Sud a une équipe de football? Non, c'est... Oui. Mais bon, ce sont des noirs toujours. Oui. Et puis il faut avoir... Il n'y avait pas de blanc dedans, il y avait l'apartheid. Non, mais il y a eu plein de pays, il y a le Sénégal. Oui, il y a le Sénégal, mais voilà, mais je peux vous dire qu'il y a des équipes qui ont joué. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il faut avoir les financements nécessaires et des investisseurs pour pouvoir investir. Tous les millionnaires qu'il y a en Afrique, là, les belles voitures, les Mercedes, les femmes et tout ça, ils n'ont pas l'argent pour payer des joueurs de football. Ils ont investi leur argent dans autre chose. C'est ça, les femmes et les Mercedes. C'est tout. Il est choqué. Les femmes, c'est mieux. Les femmes, c'est mieux. Oui, les femmes, c'est mieux que l'équipe de foot. C'est lui qui l'a dit. Hein. Oui, faut y dire. Ah, c'est toi qui as dit. Merci beaucoup de nous avoir été fidèles aujourd'hui. Merci, docteur Montezum. On a traité tous vos sujets, vous avez remarqué. Bonsoir à toutes et à tous. Bon. Et vous, José Charlotte, bonsoir d'avoir été là. Oui, je dis bonsoir à toute la population. En effet, on n'a pas traité un certain nombre de sujets, notamment les pouvoirs du juge. On n'a pas traité les incidents qui se sont passés sur Rivière Pilote. Et bien entendu, on salue le maire qui se bat pour insérer les jeunes. Et bien entendu, la censure. Il y a aussi la censure de nos amis outre-mer, outre-mer. Bien sûr. Donc, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. On n'a pas traité de la recherche du surmoi chez Bergson. On n'a pas traité de l'idiosyncrasie synthétique des filles de France et de la phénoménologie existentielle des filles de Martinique. Non, on a déjà traité ça. Arrêtez, on a déjà traité ça. Il y a un tas de sujets qu'on n'a pas traités. À l'hôpital psychiatrique. En tout cas, il faut arrêter. Mais en tout cas, si on avait traité de l'eau, mais oui, l'eau. Je vous aurais dit une chose que je vous dis, je vous réservais quelque chose. Est-ce que vous connaissez M. Thierry Déo? Oui. C'est un Martiniquais, c'est un Martiniquais. Sainte-Marie. Oui. Tout à fait. 228e fortune de France, qui est exactement dans le rachat de Veolia contre Suez, puisqu'on parle de l'eau. Je vous ai dit qu'un des Martiniquais, un des plus riches Martiniquais de ce territoire, est actuellement en train de donner son aval pour le rachat de Veolia
par Suez, qui distribue l'eau sur notre territoire, et que ça aurait été bien de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, après tout. D'accord. Hein? On n'a pas parlé de l'eau. Merci, jeune dame, d'avoir été là. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, j'invite les Martiniquais à se rendre au Salon de la santé mentale. Donc, il y a un salon qui est organisé à Ducos. Donc, n'hésitez pas à aller sur le salon. Et puis, il y a aussi, pour la culture indienne, n'hésitez pas à aller à Saint-James, puisqu'il y a un événement également à partir de 15h jusqu'à 21h. Vous irez évidemment au Salon de la santé mentale. Moi, j'irai un peu partout. J'irai un peu partout. Est-ce que vous irez au Salon de la santé mentale? Oui, j'irai aussi. On comprend ça. On comprend ça. Je vous invite à y aller. Voilà, je vous donne rendez-vous. Oui. Je vous donne rendez-vous aussi, parce que vous en avez besoin. Merci beaucoup, Jean-Michel Césaire, pour votre réalisation excellente, comme d'habitude. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup. Au revoir.